historique auquel il faut rendre hommage parce qu'il le mérite, et largement. Alors, en partant de cette hypothèse que le principe de Pekche est une loi historique rationnelle et opératoire qui unifie toute l'histoire de l'Asie en un tout cohérent, éclairez-nous sur le point de vue suivant. Parmi les événements historiques majeurs et polémiques, j'ai retenu cette offensive menée en direction de la Chine via la Corée en 1592 par le général et homme politique Toyotomi Hideyoshi, l'un des 3 unificateurs du Japon. Quelle est votre analyse? Mademoiselle, votre question est d'un intérêt crucial. D'abord du point de vue historique parce que cet événement, c'est-à-dire l'attaque de l'armée japonaise, donc de ce Japon nouvellement unifié par Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga et Ieyasu Tokugawa, va donc envoyer son armée en direction de la Chine en passant par la Corée. Cet événement n'a pas d'explication définitive dans l'histoire, dans la théorie historique classique. Chacun y va de son explication ou plutôt de sa spéculation. Et il n'y a aucune de ces analyses qui est crédible. Pourquoi? Parce que toute l'analyse se fait dans ce hologramme de Tang. Ce que j'appelais le hologramme de Tang, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire du passé par les historiographes chinois à partir de leurs textes qui sont un mélange de vrai et de faux. Une espèce de création artistique mais qui a été commandée par les politiques pour un but politique de domination. Donc politiquement ça se comprend. Mais ça a des conséquences que nous expliquons dans ce document. Alors je reviens à 1592. Dans la théorie classique, on dit que Toyotomi Hideyoshi, qui est le général au pouvoir, donc envoie ses soldats en direction de la Corée, par exemple, pour s'assurer que ces soldats oisifs ne vont pas déstabiliser le royaume. Ou alors que c'est une manière comme ça de pouvoir assurer la cohésion entre les daimyo qui ont été vaincus et consolider le pouvoir central. Tout ça est absolument faux. Il faut simplement revenir à ce qui s'est passé au 7e siècle. Dans la région, il y a un point focal qu'il ne faut pas oublier. C'est que en 660, entre 658 et 660, le royaume de Kudara a été détruit et que ce sont les ancêtres des Japonais et que les coupables sont bien connus. C'est la dynastie de Tang et ses successeurs. Tous ces États n'ont qu'une seule raison de vivre, se venger en se détruisant l'un ou l'autre. Voilà la destinée dans laquelle ces deux États sont enfermés et ils ne peuvent pas en sortir. Donc, lorsque Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu vont réunir l'État du Japon en un seul bloc, en un État unitaire, la première chose, et ça pour un peuple qui a une aussi longue histoire, la première chose c'est de penser à ses ancêtres. Et leurs ancêtres, c'est le royaume de Kudara, la partie Kudara continentale, puisque la deuxième partie où se trouvaient les survivants, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle à l'époque le Japon, puisque la deuxième partie de Kudara était maritime, c'est l'île, enfin c'est l'archipel du Japon. Donc la première chose, c'est de penser à ses ancêtres. Et lorsqu'on a unifié le pays, ça signifie que toutes les forces politiques, sociales et militaires sont consolidées et qu'on est suffisamment fort pour aller rendre l'appareil à l'adversaire. Donc leur objectif clair, c'est d'attaquer le Japon et on voit bien toutes les forces qui ont été mobilisées. Donc ils vont traverser la Corée et mettre la Corée à sac. C'est un souvenir que les Coréens n'ont jamais oublié, puisque si on visite la Corée en 2017, il y a dans toute la Corée des témoignages, il y a des stèles qui rappellent les dégâts de cette guerre-là. Mais les Japonais n'ont pas pour objectif la Corée. La Corée, c'est un point, c'est un marchepied vers la Chine. Et la dynastie de Ming l'a bien compris, puisqu'ils vont mobiliser toute la force militaire pour venir en Corée et empêcher le Japon de passer. Ils vont réussir, repousser la première attaque. 6 ou 7 ans plus tard, en 598, il y aura une seconde attaque qui va échouer, mais les Japonais vont vont rentrer en Corée parce que Toyotomi Hideyoshi est mort. Donc le conseil national va les rappeler, dirigé par Tokugawa Ieyasu, va les rappeler au Japon. Voilà comment la Chine va échapper à une destruction totale. Mais cette guerre-là, elle a un seul objectif, par-dessus tout, c'est de venger les ancêtres. Il s'agit de vengeance pure et simple. Et tous les conflits entre le Japon et la Chine ont la même et seule explication. C'est de régler les comptes du passé. Parce que ce qui s'est passé à Kudara,
du point de vue japonais, puisqu'il faut expliquer leur comportement, est inexcusable et inoubliable. D'autant moins que personne ne parle de cette question. Donc tant qu'on n'en parle pas, il n'y a pas moyen d'oublier. Donc il s'agira toujours de vouloir rendre l'appareil. Donc en attaquant la Chine, certainement ils auraient mis à sac la Chine de Ming pour récupérer tout l'héritage scientifique qui a été volé à leurs ancêtres. Parce que non seulement ils ont été génocidés, mais tout a été emporté et le territoire a été rasé. Et puis il y a les crânes des ancêtres. Il y a, bon ça c'est un peu des détails dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais il y a, lorsqu'ils tuent des gens comme ça, il y a toute une symbolique qui est mise en route, qui fait que tant que vous n'avez pas par exemple récupéré les crânes de vos ancêtres, vous restez prisonnier de l'événement dramatique dans lequel vos ennemis vous ont enfermé. Donc c'est tout ça qui allait se passer au Japon. Et la dynastie Tang l'a bien compris. Ils ont mobilisé toutes leurs forces au risque de dégarnir leur frontière nord et nord-est qui était stratégique pour l'équilibre et la sécurité de la dynastie Ming. Et d'ailleurs ils vont le payer cher puisque c'est cette attaque japonaise qui va déclencher la chute de la dynastie. Parce que pendant qu'ils font la guerre aux Japonais, il y a le peuple de Khitan qui va se libérer et qui était une colonie chinoise. Ils vont en profiter pour prendre leur indépendance et s'échapper. Et ce sont eux, 15 ou 20 ans plus tard, qui vont revenir avec leurs armées pour prendre le pouvoir et renverser les Ming. Donc, dans tous les cas, les Ming, cette attaque japonaise a eu des conséquences dramatiques pour l'État chinois. Donc voilà un petit peu l'explication pour moi la plus crédible de cet événement et qui nous explique et qui renforce cette idée qu'il est très important au XXIe siècle de revenir sur cette question parce que tant qu'elle ne sera pas, on n'en aura pas parlé, je ne parle même pas de règlement, mais tant que ces peuples n'en auront pas parlé, ils vont rester dans cette fiction historique sans jamais pouvoir en sortir que par la violence. Et avec les armes, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, cette violence va simplement se terminer par la destruction générale de toute la région. Mais je pense que tout le monde peut l'imaginer. Le principe de Pekche démontre dans le détail le processus de prédation par laquelle la Chine et la Corée se sont constitués leur patrimoine culturel et scientifique au détriment des peuples noirs autochtones d'Asie. En revanche, vous dites peu de choses sur le Japon. Pourquoi? Oui, excellente question. Donc je suis moins bavard, moins dessert sur le Japon pour un certain nombre de raisons. Premièrement, le Japon, tel que vous l'avez compris, le Japon fonctionne sur un logiciel, sur un système d'exploitation totalement africain. Donc en apparence, c'est pas évident, mais lorsqu'on connaît la culture africaine, ça paraît. Et au Japon, il y a de nombreux témoignages de cette période ancienne qui a été conservée par les Japonais eux-mêmes. Mais j'en dis moins sur le Japon parce que ça me semble moins important. Les origines, les organisateurs de l'Asie d'aujourd'hui, telle que nous la connaissons, de cette fabrication, de cette histoire artificielle telle que je l'ai dénoncée, sont essentiellement en Chine et en Corée. Ce sont ces pays qui reposent sur une culture artificielle, en tout cas qui doit être renouvelée. Le Japon est un peu plus, repose un peu plus sur une histoire construite de manière originale. Alors, la raison pour laquelle je n'explique pas le détail du fonctionnement de la culture japonaise, c'est parce que la culture japonaise fonctionne comme un bouclier pour le Japon, contre les étrangers. Et je ne veux donc pas toucher à cet élément, parce que c'est une fonction essentielle pour la sécurité et la sauvegarde du pays. Et c'est cet élément culturel qui a par exemple empêché les Américains de coloniser les Japonais après la Deuxième Guerre mondiale tel qu'ils l'avaient prévu. Donc il suffit simplement que nous nous attachions à la partie concernant le coup d'État de 645 et tous les événements qui ont suivi, donc de comprendre comment les ancêtres fondateurs ont été renversés par les Chinois et comment la famille Nakatomi, le clan Nakatomi, qui est connu plus généralement dans l'histoire comme le clan Fujiwara, ont pris le pouvoir pour que nous ayons les éléments suffisants qui nous aident à revenir sur le passé et les questions qui fâchent et repartir au XXIe siècle sur de meilleures bases. Avec ce puissant plaidoyer de l'empereur Tenji entendu en début de programme, nous étions au cœur même du sujet. Dans votre article de recherche, vous faites planer le doute sur l'engagement militaire du prince Nakano-Oe, devenu entre-temps l'empereur Tenji, contre la Chine et son vassal de Sheila. Et il se défend avec force. Oui, excellente question, parce que cet affrontement
historique entre Yamato, c'est-à-dire le Japon d'aujourd'hui, et puis la Chine de Tang et son allié, le royaume vassal de Shilla, est historique parce qu'il met fin à 10 ans de guerre entre les deux puissances pour l'hégémonie surtout de l'Asie, n'est-ce pas? Alors, cette défaite pour moi est sujette à caution. Moi, j'y crois pas du tout. Je ne pense pas que la Chine ait pu défaire militairement le royaume de Kudara. Kudara, c'est le nom qui est utilisé par les scientifiques japonais, les chercheurs japonais, et qui traduisent par le pays des Noirs, parce qu'effectivement leurs ancêtres sont des Noirs de culture africaine, ça c'est démontré, et c'est la première puissance militaire de l'époque, première puissance militaire et culturelle de l'époque, mais qui est organisée de telle sorte qu'elle n'a pas, la main mise sur le continent du point de vue militaire, mais elle occupe le terrain et elle a des contacts et des échanges plutôt culturels. Donc une défaite militaire, je n'y crois pas du tout. Donc moi j'ai penché dans la théorie pour une entente. Il y a une entente entre, soit une entente entre les pro-chinois qui vont prendre le pouvoir au Japon et puis la Chine de Tang, pour pouvoir mettre fin aux hostilités et puis bâtir un monde nouveau. C'est à l'époque où la culture chinoise entre en masse dans la culture japonaise, enfin dans la société japonaise. Et il y a une autre théorie, un deuxième aspect de ma théorie qui dit que si cette guerre a été sincère, c'est-à-dire si l'empereur Tenji a pris le relais de sa mère sincèrement pour venger ses ancêtres et surtout essayer de reprendre le territoire continental qui était attaqué par les Chinois et leurs alliés, si donc il a fait ça sincèrement, c'est en partie pour régler des comptes avec le camp chinois, puisque c'est en alliance, en entente avec la Chine de Tang et avant la dynastie des Sui, qu'ils ont réussi à faire ce complot qui va aboutir au coup d'état de 645. Donc il y a Nakatomi no Kamatari qui est son ami, et puis Nabushi no Shohan, et puis certains grands personnages qui seront plus tard des conseillers très importants du nouvel ordre, du nouveau régime, qui ont participé à ce qui va être donc ce coup d'état de 645 qui renverse le pouvoir des ancêtres et installe les pro-chinois au pouvoir. Donc ce prince Nakano, qui va devenir empereur Tenji, me pose vraiment un problème parce que je n'arrive pas à le situer. Mais la puissance militaire de son royaume, même diminuée, parce qu'il ne reste que la partie maritime de Libre, n'est pas suffisante pour pouvoir expliquer la victoire de la Chine. Parce qu'il y a vraiment une avance technologique considérable pour pouvoir me faire croire que même divisé en deux, le royaume est encore suffisamment puissant pour mener une guerre et la remporter contre la Chine et contre son allié de Shilla. Donc la justification elle est dans la science. La preuve, c'est qu'ils ont bataillé pendant une dizaine d'années. Donc ça, ce n'est pas le signe d'un royaume qui est diminué ou qui est en faiblesse. Donc je pense qu'il y a eu des arrangements et que dans la réécriture de l'histoire, ils ont décidé qu'on terminerait ces conflits par la défaite du Japon. Mais c'est une défaite symbolique à mon avis, c'est plus qu'une défaite réelle. Revenons au XXIe siècle et à la crise en Asie du Nord-Est. La tension monte dans la région, les capacités de guerre s'accumulent, la diplomatie patine. Il y a donc un besoin important d'informations nouvelles pour y voir clair, et de pistes de solutions pour abaisser la tension, voire une sortie de crise. La raison de notre entretien est d'apporter des éléments techniques nouveaux, des pistes de solutions applicables. Vous écrivez alors que la région est le théâtre d'un affrontement à mort entre Japon et Chine. Maintenez-vous vos propos. Ah oui, alors ça c'est la clé de l'analyse de la géopolitique de la région. Donc quand on fait une fixation sur la Corée du Nord, on se trompe complètement. Le principe de Pekche démontre de manière très claire et par tous les biais que le point de tension, le point focal, la question sur laquelle il faut porter toute son attention, c'est les relations entre la Chine et le Japon. Et ça depuis l'Antiquité.
Donc j'ai cité dans l'article tous les conflits qui ont opposé les deux et qui sont des conflits dont le but est de détruire l'adversaire. Donc j'ai parlé par exemple, il y a quelques questions de l'invasion du Japon en Corée en direction de la Chine en 592 puis en 598. Et aujourd'hui au XXIe siècle, on a toujours en Corée des témoignages de cette guerre-là. Donc le problème principal, les relations auxquelles il faut porter une attention particulière, c'est celle entre le Japon et la Chine. Le Japon et la Chine, oui c'est ça. Parce que à l'origine, c'est-à-dire au 7e siècle, la Chine de Tang a massacré les ancêtres des Japonais qui vivaient à l'époque dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud, en compagnie de leurs alliés, les ancêtres des Sud-Coréens, donc du royaume de Shilla. Donc ils ont génocidé toute cette population, à l'exception de ceux qui habitaient sur l'île et qui est devenu plus tard le Japon. Tant que les deux pays ne seront pas revenus sur cet événement-là pour le vider de sa charge de haine, de sa charge négative, les conflits en Asie du Nord-Est persisteront. Ça, c'est vraiment le nœud du problème et c'est cette affaire dramatique qui a lieu dans le 7e siècle et qui va permettre à la Chine de pouvoir asseoir son hégémonie sur toute l'Asie, de réécrire l'histoire officielle de l'Asie, qui est le nœud du problème. Parce que ce génocide n'est jamais passé du côté japonais et leur motivation, c'est la vengeance. Ça, c'est le point de vue scientifique que j'ai, l'approche que j'ai, et pour l'instant, elle n'a pas été remise en cause. C'est la question principale. Et j'avais bien précisé dans l'article que c'était un combat à mort. Il ne s'agit pas d'une guerre classique de domination pour conquérir un territoire ou pour s'accaparer des ressources. Il s'agit de détruire l'adversaire totalement. C'est pour ça que je parle de guerre à mort. Et je n'exagère pas, c'est vraiment ce qui est en cause. La preuve, ce sont deux pays, même au XXIe siècle, qui ne se rencontrent pas pour des discussions, qui s'évitent autant qu'ils peuvent et qui ne parlent que de course aux armements. Parce qu'ils sont prisonniers de cette relation quasi mortifère. Donc la Corée du Nord est un épiphénomène. Il faut s'intéresser au Japon et à la Chine. Voilà l'élément central. Donc s'il y avait un déclenchement de guerre en Corée du Nord, ça dégénérerait rapidement et on verrait très vite que la ligne de tension elle est en fait entre la Chine et le Japon. Cher ami Bayemi, faisons le point sur notre entretien et ses objectifs. Oui, on va faire le point avant de poursuivre avec la caractérisation des relations bilatérales entre ces différents pays, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Bon, je vais refaire un petit point sur ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps, depuis quelques minutes, depuis une heure ou deux, ça dépend de ce qu'il y aura dans le programme. Je rappelle donc que nous sommes en train d'analyser l'Antiquité, donc l'Antiquité de l'Asie du Nord-Est, sur laquelle nous avons très peu d'informations. C'est-à-dire, quand je dis très peu d'informations, je suis gentil, on n'a quasiment rien, puisque les informations qui sont disponibles sont le résultat de la modification des historiographes chinois. C'est-à-dire que quand les informations qui sont disponibles ne sont pas fiables. Donc c'est vraiment très peu d'informations et c'est très difficile de faire la recherche et surtout de faire un exercice intellectuel et scientifique comme celui que nous sommes en train de faire pour pouvoir comprendre la situation de la région et proposer des pistes de solutions à ceux qui sont concernés par la vie de ces États et les intérêts de ces communautés humaines. Alors, le but, donc, je rappelle, c'était de proposer des pistes de solutions à cette crise nord-coréenne, pour que ces pays sortent de la fiction historiographique créée par les Chinois, au moins à partir du 7e siècle, sinon même bien avant. Alors, donc, cet exercice de géocréativité dont j'avais défini la géocréativité comme cet exercice intellectuel et scientifique qui repose sur la spiritualité. La spiritualité au sens africain du terme étant tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui la science au XXIe siècle. La science, alors ces sciences étant essentiellement les mathématiques et dans les mathématiques la branche géométrique et puis l'autre partie étant les sciences physiques, c'est-à-dire la physique générale et la physique quantique. Alors ça peut paraître bizarre à une partie de notre public d'entendre l'utilisation de ces sciences lorsqu'on parle de recherche historique, mais vous comprendrez rapidement pourquoi, si vous ne l'avez pas encore compris. Alors
l'utilisation, donc ces sciences que j'appelle ici plus facilement spiritualité, au sens de la tradition scientifique africaine, nous rappellent la nature de la science et de l'univers. C'est-à-dire que traditionnellement, pour nous, la nature, l'univers est le champ d'investigation par excellence. C'est un lieu de recherche, un champ de recherche vivant dont nous faisons partie, dont le chercheur fait partie, en tant qu'être humain, fait partie. Et cet univers est le système d'information le plus complet, le plus précis, le plus puissant qu'on puisse imaginer. Donc, lorsqu'on veut, on a une question, lorsqu'on veut savoir, c'est à l'univers qu'il faut s'adresser. Ce qu'on appelle de manière générale la nature. Et c'est à travers la recherche scientifique que ça va se faire. Alors, les outils privilégiés que j'ai évoqués tout à l'heure, au premier rang desquels les mathématiques, sont très importants parce que ça, c'est le langage que le chercheur va utiliser pour communiquer avec l'univers. Les mathématiques, c'est pas uniquement pour fabriquer des engins mortels et calculer des trajectoires pour les bombes nucléaires. C'est pas du tout ça. Alors, voici la définition de nos ancêtres concernant les mathématiques. Alors, je crois que c'était il y a 3000 ans, donc c'est ce scribe à Metz, dont le document le plus connu s'appelle communément le papyrus de Bremner-Rind, voilà, dit ceci. Il définit les mathématiques comme ceci. C'est la méthode correcte d'investigation de la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets. Tout est dit dans cette formule. Donc, c'est la méthode correcte d'investigation. Donc, les mathématiques, c'est une méthode. Et ça permet de savoir tout ce qui existe. J'insiste sur le mot « tout » et « existe ». Alors, lorsqu'on a ces mathématiques en sa possession, on peut accéder à tout. Un autre chercheur qui est toujours vivant, le professeur Théophile Obenga, donc un chercheur africain, apporte de l'eau moulin à ce scribe de Yamesu et dit ceci. Donc dans son ouvrage Géométrie égyptienne, contribution de l'Afrique antique à la mathématique mondiale, il dit ceci. Donc que les mathématiques, c'est la connaissance rigoureuse, scientifique, de tout réel visible et invisible, apparent et caché, phénoménal et nouménal, à la lumière de la seule raison humaine et selon une méthode rigoureuse d'investigation. Donc on voit bien qu'il est en accord avec son ancêtre scientifique. Sauf que moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire à la lumière de la seule raison humaine. Non. Et moi je l'ai bien expérimenté dans mes recherches. Ce n'est pas simplement ma capacité intellectuelle qui m'a permis d'obtenir ces résultats. Il y a une interaction entre le chercheur, l'esprit du chercheur, le cerveau du chercheur et l'univers qui l'interroge. Ce n'est pas simplement un travail solitaire comme ça avec ses bouts de papier, avec ses montagnes de documents. Non, c'est pas ça. Alors, cette interaction avec l'univers est importante lorsqu'on s'intéresse à des questions sérieuses, cruciales, comme celle de l'avenir de toute une région, comme celle de la région du Nord-Est, de l'Asie du Nord-Est qui nous intéresse. À la fac ou au lycée, les étudiants travaillent sur des questions pour s'exercer. Effectivement, à ce niveau, on n'a pas besoin d'interagir avec l'univers puisque les réponses sont connues. Le professeur donne un problème dont il connaît la réponse. Les élèves s'exercent, ils donnent la réponse s'ils en sont capables et on passe à la suite. Oui, là, on parle de la seule raison humaine. Mais lorsqu'on passe à un autre niveau de recherche, l'esprit humain arrive à ses limites. Et il faut surtout se rappeler des leçons des anciens, c'est-à-dire que l'univers est vivant. Et l'univers contient toutes les réponses. Il y a juste à l'interroger. Et nous avons les instruments, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et parlons de la physique générale, donc ces phénomènes que j'étudie, qui sont dans le passé et dont on n'a plus aucune trace, existent toujours. Et aujourd'hui, la physique nous permet de savoir que ces phénomènes, ces événements qui ont eu lieu dans le passé, existent toujours et sont disponibles sous la forme de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire donc de transmission sans transport de matière, n'est-ce pas? Et les sources de ces émissions électromagnétiques se trouvent, pour les lycéens qui nous écoutent vont avoir des souvenirs qui remontent, se trouve dans la partie en dehors de la plage du spectre visible. Vous vous souvenez dans vos cours de lycée,
le spectromètre électromagnétique. Donc avec une partie de longueur d'onde visible et puis des plages à gauche et à droite de longueur d'onde invisible. Donc c'est dans la partie invisible que se trouvent les informations. Donc il faut, pour les historiens, changer de méthode de travail, arrêter de travailler avec des textes, puisque j'ai démontré qu'une grande partie des textes anciens chinois sont faux. Il faut changer de méthode ou alors travailler avec d'autres chercheurs qui ont les moyens, c'est-à-dire qui ont les méthodes, les moyens, les mathématiques, la physique, pour accéder à cette information qui a une autre forme, la forme de rayonnement électromagnétique. Alors, avec un chercheur comme moi, donc j'ai utilisé la physique et ces informations, donc ces rayonnements interagissent avec mon cerveau. Voilà comment je vais expliquer ça. Il y a une interaction avec le cerveau ou l'esprit. Ces rayons électromagnétiques sont transformés en flux électrique, ou en signal électrique. Et c'est ce signal électrique dans notre cerveau qui prend la forme d'une information ou d'une brique d'information. C'est ce qu'on va appeler communément une idée. J'ai eu une idée ou oui, c'est ça, j'ai une idée. Ah, j'ai une piste. En fait, tout ça, c'est une affaire d'électricité, c'est une affaire d'électromagnétisme. Alors, donc, cette interaction entre l'humain et l'univers doit être signalée. Alors,